Bismillah. Nous allons commencer maintenant la deuxième partie du cours de l'énergie et du travail. La dernière fois, nous avons vu la définition d'un travail d'une force et nous avons vu aussi la définition de l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique. Et avec les exemples qu'on avait traités, on avait montré que le travail du poids était égal à mg fois za moins mg zb. On peut utiliser ce résultat pour définir une certaine fonction qu'on appellera EPP. Alors EPP, elle est égale à mg z fois une constante. Donc si j'appelle EPP mg z plus constante, je trouve que le travail du poids, qui est mgza moins mgzb en fait, c'est en fait moins EPP au point B moins EPP au point A. Ceci me permettra de ne plus calculer le travail du poids en faisant l'intégrale, mais en utilisant directement la fonction EPP. Donc voici une nouvelle fonction mathématique qui apparemment apparaît abstraite, mais qui me permet de faire des calculs plus simplement. Au lieu de calculer le travail et d'arriver jusque-là, j'ai préféré présenter l'énergie potentielle en sens inverse, c'est-à-dire en définissant d'abord l'énergie potentielle et trouver les résultats après. Voilà, donc premier type d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qu'on appelle EPP, c'est-à-dire potentiel pesanteur. Donc on l'a défini comme étant EPP, c'est m fois g fois la coordonnée z du point où se trouve la particule, plus une certaine constante. Cette constante, elle est arbitraire. Elle dépend de notre choix de l'origine de EPP. Cette origine, donc, on peut la choisir d'une manière aussi arbitraire et déterminer la constante. Le choix le plus simple, c'est de prendre EPP égale à z égale à 0, qui est égal à 0 joules. J'avais oublié dans le cours précédent de définir l'unité de l'énergie qui est le joule, mais je pense qu'elle est bien connue. Donc, si je reviens à cette relation, donc je remplace z par 0 dans EPP, donc je vais avoir mg fois 0 plus une constante qui est égale à 0, et je trouve que c est égal à 0. J'insiste sur le fait que ce choix est arbitraire. On peut prendre EPP de 0 égale 4 joules, on trouvera que C égale à 4. Donc, et on trouvera toujours des résultats corrects, mais une fois qu'on a fixé le choix, il faut qu'on le respecte jusqu'à la fin, sinon on risque de se tromper. Donc ça c'est le premier point qui concerne l'énergie potentielle. Le deuxième point, c'est que le poids, en fait, dérive de l'énergie potentielle EPP. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que si je dérive EPP par rapport à Z, donc je dérive la fonction générale même avec la constante. Je la dérive par rapport à Z, je trouve mg. Autrement dit, le poids qui est égal à moins mg fois k, on peut l'écrire moins d2 EPP sur 2z dz fois k. Et à cause du fait que le poids soit la dérivée de l'énergie potentielle avec un signe moins, ce signe moins est important, on dit que P est une force conservative. On verra ça quand on verra l'énergie totale, pour l'énergie mécanique totale. Pour le moment, on garde juste à l'esprit que l'on appelle le poids une force conservative. Maintenant, si je veux calculer le travail du poids, donc je reviens au travail. Le travail élémentaire, c'est P scalaire dr, donc 0 fois dx plus 0 fois dy,
sur Z, c'est moins d de EP, P sur dz, fois dz. Donc voici la composante sur Z. Donc finalement, quand je multiplie dz par dz, ça se simplifie, et j'aurai le travail élémentaire du poids égale moins la différentielle d'une fonction. Autrement dit, si j'intègre maintenant des deux côtés, donc j'intègre ici entre A et B, et j'intègre là entre A et B, je vais avoir le terme de gauche, c'est le travail du poids entre A et B, et le terme de droite, c'est EPP de B moins EPP de A, et je retrouve l'expression que j'avais déterminée la dernière fois, c'est MGZA moins MGZB. Donc voilà, je définis une énergie potentielle, je détermine la constante par un choix de l'origine, je constate que la force, c'est la dérivée avec un signe moins de l'énergie potentielle, et le travail des poids, le travail, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. On va répéter cette procédure pour plusieurs forces. La deuxième force que l'on va traiter, c'est, j'ai oublié de vous dire que donc j'ai le travail ici entre A et B pour un déplacement selon une trajectoire bien définie. Si je prends une autre trajectoire qui est différente, j'aurai toujours, en partant du même point A et du même point B, donc par exemple si je prends cette trajectoire et j'arrive au même point B, le travail du poids, c'est toujours mg fois ZA moins ZB. Donc ça ne varie pas. Donc le travail du poids, il est indépendant du chemin. Ce qui importe, c'est le point final et le point initial. Maintenant, je passe à la deuxième force. C'est la tension, c'est l'énergie potentielle élastique qui est relative à la tension d'un ressort. Donc, on l'appelle EPE. Normalement, je dois calculer le travail de la tension et puis à la fin, je détermine la fonction. Moi, je vais en sens inverse pour simplifier les calculs. Je définis d'abord EPE comme étant égal à 1/2 de K delta L au carré plus constante. Je rappelle que delta L, c'est le vecteur allongement du ressort. Donc, il faut revoir ça. Dans notre cas, le vecteur allongement, c'est carrément le delta x, c'est x moins x0. Donc j'ai L0 qui est la longueur à vide du ressort. Si la masse, donc le ressort ici, il est allongé jusqu'à la position x, le delta L c'est x moins x0, donc c'est 1/2 de K x moins x0 au carré plus une constante. Je dois toujours choisir l'origine des énergies potentielles élastiques, qui est arbitraire, je la choisis comme je veux, mais il vaudrait mieux que je choisisse une position qui me donne une fonction simple, c'est-à-dire la constante égale à 0. Si je choisis EPE de x0 égale 0 joules, donc je remplace dans mon expression ici 1/2 de K x0 moins x0 au carré plus la constante égale à 0. Et ceci implique que la constante est égale à 0 aussi. Comme pour le poids, la tension T du ressort dérive de l'énergie potentielle EPE. En effet, si je dérive l'énergie potentielle par rapport à x, ici, donc je dérive cette fonction par rapport à x, je vous laisse la faire tout seul, c'est une fonction simple, on trouve que c'est K fois x moins x0. Alors que la tension, c'est moins K fois x moins x0. Autrement dit,
la tension du ressort, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle élastique par rapport à x fois le vecteur unitaire I. Et à chaque fois qu'on trouve la force comme une dérivée d'une énergie potentielle avec un signe moins, on dit que cette force, c'est une force conservative. Et on expliquera ça quand on verra l'énergie mécanique totale. Maintenant, le troisième point, c'est le calcul du travail de la tension. Le travail élémentaire, c'est T scalaire dr. T ne possède qu'une seule composante suivant x, c'est moins d2 EPE sur dx, donc fois dx, plus 0 fois dy, plus 0 fois dz. Donc résultat, le travail élémentaire de la tension du ressort, pardon, et non pas d'un fil, je crois avoir dit un fil, non, c'est faux, c'est la tension d'un ressort, donc c'est moins d de EPE. Et si j'intègre encore entre deux points, A et B, le terme de gauche, c'est le travail de la tension du ressort. Et le terme de droite, c'est la variation de l'énergie potentielle élastique. Donc c'est moins EPE en B, moins EPE en A. Donc dorénavant aussi, nous n'avons pas à calculer, nous n'aurons pas plutôt à calculer le travail de la tension. Il suffit de le remplacer par la variation de l'énergie potentielle, bien sûr avec un signe moins. Et ceci, on voit que ça ne dépend que de la position finale et de la position initiale, donc c'est indépendant du chemin. Bien sûr, là, cette phrase, elle est superflue, c'est-à-dire que elle n'a pas besoin d'être parce que nous avons des mouvements rectilignes ici. Et donc le chemin, c'est une droite à chaque fois, donc nous n'avons pas plusieurs chemins. Mais il faut voir que le ressort aussi, on peut le jeter sur une table dans une direction quelconque. Et là, on aura des chemins différents, sauf que l'énergie ici ne va pas s'écrire 1 demi de kx moins x0 au carré. Le delta S, ce sera x moins x0 au carré, plus x moins y moins y0 au carré, plus z moins z0 au carré en général. Mais ça, je laisse ce cas-là en dernier lieu, après avoir appris les notions de base. Voilà, donc ça c'était le deuxième exemple. Nous avons vu que nous avons l'énergie potentielle, nous déterminons la constante par un choix arbitraire de l'origine. La force, c'est une dérivée avec un signe moins de l'énergie potentielle. Et le travail de cette force, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. Donc exactement comme dans le cas du poids. Sauf que c'est l'expression de l'énergie potentielle qui a changé. Donc la forme de l'énergie potentielle a changé. La première, c'était une énergie potentielle de pesanteur. Ou ça, c'est une énergie potentielle élastique. Nous allons voir maintenant la dernière qu'on utilisera dans ce cours. La dernière énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc je considère une masse grand M, une masse petit m, et je considère l'action de la masse grand M sur petit m, c'est-à-dire la force F grand M petit m qui est égale à moins G grand M fois M sur R au carré fois UR. Le vecteur UR, il se dirige de la masse qui agit sur la masse qui subit la force. R, c'est la distance entre les deux. Là aussi, normalement, je dois calculer le travail de cette force et à la fin, je dois trouver que c'est la différence de d'une fonction, la variation d'une fonction, et je dis que cette fonction, c'est l'énergie potentielle de la force gravitationnelle ou bien l'énergie potentielle gravitationnelle. Moi, je vais en sens inverse. Je définis d'abord l'énergie potentielle gravitationnelle et après je montre que le travail de la force est la variation de cette énergie. Voilà, donc EPG pour gravitationnel, énergie potentielle gravitationnelle, en un point quelconque R, c'est moins G grand M fois petit m sur R plus une constante.
attention ici au R qui n'est pas au carré. Dans la force, c'est R au carré, et dans l'énergie potentielle, c'est R tout court. Commençons par le choix de l'origine de l'énergie potentielle. Donc on choisit que pour R égale, tendant plutôt vers l'infini, cette énergie est égale à 0, c'est normal. Si les deux masses sont très éloignées, il n'y a pas d'interaction entre les deux, et donc l'énergie est nulle. Même pour le ressort, j'ai oublié de dire que si le ressort n'est pas allongé et il n'est pas comprimé, donc dans sa longueur à vide, on supposera que l'énergie est égale à 0 dans ce cas. Voilà, donc EPG à l'infini est égal à 0. Donc, si je remplace R ici par l'infini, donc c'est une limite en fait, mais je l'ai écrite comme ça pour simplifier. Donc j'ai moins G grand M fois petit m sur l'infini, plus une constante qui est égale à 0. Ce terme, il tend vers l'infini. Ah pardon, il tend vers 0. Il reste la constante qui est égale à 0. Donc comme tout à l'heure, donc à chaque fois nous avons un choix particulier qui nous donne une constante nulle. La force gravitationnelle dérive de l'énergie potentielle. En effet, si je dérive 1 sur R, je trouve moins 1 sur R2. Et avec ce moins, ça devient plus 1 sur R au carré. Alors que la force contient un signe moins. La même expression, mais avec un signe moins. Donc, F grand M petit m, c'est moins la dérivée de EPG sur dr fois UR. On dit alors que la force F, la force gravitationnelle, est conservative. Maintenant, le travail de la force gravitationnelle. On commence par le travail élémentaire qui est le produit scalaire. Donc c'est moins. Donc c'est moins D2EPG sur dr fois dr plus D0 partout. La force gravitationnelle n'a que la composante moins D2EP sur dr fois UR. Donc on n'a que ce terme-là. On simplifie par dr et donc on a dw qui est égal à moins d de EPG, comme tout à l'heure. Si je fais l'intégrale entre A et B, donc la masse petit m se déplace entre A et B, suivant un chemin quelconque. Et donc si j'intègre cette relation, j'obtiens le travail de la force entre A et B qui est égal à moins EPG en B moins EPG en A. Et comme pour le poids et la tension du ressort, nous avons cette intégrale qui est ce travail qui est indépendant du chemin. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc dans le cas général, c'est si j'ai une force qui dérive d'un potentiel, je l'appelle force conservative et son travail, c'est moins la variation de l'énergie potentielle qui lui correspond. Maintenant, je vais parler de l'énergie mécanique totale et expliquer pourquoi les forces qui dérivent d'un potentiel, on les a appelées forces conservatives. On définit l'énergie totale comme étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle contient toutes les formes de l'énergie potentielle. Donc c'est EPP plus EPE plus EPG. Et si on nous définit d'autres énergies potentielles, on doit les rajouter. Pour le moment, on ne connaît que 3. Maintenant, supposons qu'un système soit soumis seulement au poids. Et calculons la variation infinitésimale de l'énergie totale, c'est-à-dire D de ET. Donc j'ai D de ET qui est égal à D de EC plus D de EPP. Après, j'applique ce que j'ai appris pour l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, EPP.
La variation de l'énergie cinétique, c'est le travail de toutes les forces. Ici, je n'ai que le poids. Donc, ça c'est le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu avant. Donc, D de EC, c'est le travail de P. La variation de EPP, c'est moins le travail de P. Et donc, on trouve que c'est 0. Autrement dit, l'énergie totale, elle est constante. C'est pour cela que le poids est appelé une force conservative, parce qu'il ne fait pas varier l'énergie totale. Si dans un mouvement, donc, nous avons une variation de l'énergie cinétique, elle est égale à moins la variation de l'énergie potentielle. C'est-à-dire que s'il y a diminution de l'énergie cinétique, c'est l'énergie potentielle qui gagne ce que perd l'énergie cinétique. Et inversement, si l'énergie potentielle perd une quantité, c'est l'énergie cinétique qui la récupère. Ça, c'est dans la mécanique uniquement. Donc, il y a un échange entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, un deuxième exemple, on considère qu'un système est soumis seulement à la force élastique, à la tension d'un ressort. Dans ce cas, j'ai toujours D de ET qui est égal à D de EC plus D de EPE. La variation de l'énergie cinétique, c'est la variation de toutes les forces. Il n'y a qu'une seule force, donc c'est l'énergie de la tension du ressort. La variation de l'énergie potentielle élastique, c'est moins le travail de la tension. Et la somme donne 0. Et dans ce cas, on trouve aussi que l'énergie totale est constante, et c'est pour cela que T est appelée force conservative. Là aussi, nous avons un échange entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique. Ce que perd l'une est gagné par l'autre. On a la même chose aussi pour un système qui est soumis uniquement à la force gravitationnelle. J'ai toujours la variation de l'énergie totale, c'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle. La variation de l'énergie cinétique, c'est le travail de toutes les forces. J'ai une seule force, donc je la mets ici. La variation de l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est moins le travail de la force gravitationnelle, et la somme donne 0, et j'ai l'énergie totale qui est constante, donc la force Fm, la force gravitationnelle est conservative. En général, toute force qui dérive d'un potentiel est une force conservative. Le travail de cette force est égal à moins la variation de l'énergie EP x qui correspond à cette force. Donc par exemple, si x égale P, donc j'ai EPP, la force c'est le poids. Si x égale à E, j'ai EPE, la force c'est la tension du fil. Si x égale à G, gravitationnelle, la force est la force gravitationnelle. On peut me donner une autre énergie potentielle d'un autre type, que j'appelle N par exemple, et là la force, ça doit être la force F1, etc. Dans ce cas, le travail de la force est égal à moins la variation de l'énergie potentielle qui correspond à cette force. Et ceci implique que l'énergie totale est constante si F est la seule force qui agit sur le système. Donc là, maintenant, nous avons défini la notion de force conservative. La force conservative, c'est une force qui dérive d'une énergie potentielle et elle laisse l'énergie totale invariante. Elle la laisse constante. Maintenant, nous arrivons au théorème de l'énergie totale, qui est en fait très simple. Bon, plusieurs ouvrages ne l'appellent pas tout simplement théorème de l'énergie mécanique totale, on l'appelle conservation d'énergie totale, ça dépend. J'ai préféré cette appellation pour bien voir le parallèle avec celui de l'énergie cinétique. Voilà. Avant de l'énoncer, d'abord, je préfère lister les différentes forces conservatives et non conservatives qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, les forces conservatives, donc je les note F indice C pour conservative. Qu'est-ce qu'on a comme force? Nous avons le poids qui dérive de EPP.
la tension d'un ressort qui dérive de EPE et la force gravitationnelle qui dérive de EPG, ou bien toute autre force potentielle, c'est-à-dire FP, qui dérive d'une certaine énergie potentielle. Les forces non conservatives sont les forces qui n'ont pas d'énergie potentielle. La force de contact n'a pas d'énergie potentielle, c'est une force non conservative. Son travail dépend du chemin suivi. La tension d'un fil, attention, ce n'est pas la tension du ressort. La tension d'un fil n'est pas une force conservative. La résistance de l'air aussi, F qui est égal à moins kV, n'a pas d'énergie potentielle, et donc ce n'est pas une force conservative. En général, toute autre force non potentielle, c'est-à-dire qui n'a pas d'énergie potentielle correspondante et qui n'est pas égale à moins la dérivée de cette énergie potentielle, c'est une force non conservative. Donc les forces potentielles, je les appelle F indice P, et les forces non potentielles, c'est F indice NP. Les forces non conservatives, c'est FNC. Donc FNC ou bien FNP, c'est exactement la même chose. Maintenant, nous allons considérer un système soumis à une force conservative qui est la somme de plusieurs forces potentielles, P plus T plus la force gravitationnelle plus d'autres forces, mais toutes les forces dérivent d'un potentiel. Donc ça, c'est la résultante des forces conservatives, FC. Une autre force non conservative, FNC, c'est la résultante des forces non potentielles. Donc C plus T fil plus F, etc. Dans ce cas, si je calcule la variation de l'énergie totale, c'est la variation de l'énergie cinétique en bleu, plus la variation de l'énergie potentielle en vert. La variation de l'énergie cinétique, c'est le travail de toutes les forces. Donc c'est le travail des forces non conservatives plus le travail des forces conservatives. Par contre, la variation de l'énergie potentielle, c'est moins le travail des forces conservatives uniquement, P, T et Fm, etc. Donc si je regarde cette relation, les deux derniers termes s'éliminent. Et il ne reste que le travail des forces non conservatives. Et c'est ça le théorème de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie totale est égale au travail des forces non conservatives. Si j'intègre ça entre deux points, A et B, j'obtiens l'énergie totale en B moins l'énergie totale en A qui est égale au travail entre A et B des forces non conservatives uniquement. Même s'il y a des forces conservatives qui agissent, on ne calcule que le travail des forces conservatives. Voilà, ceci termine une bonne partie du cours sur les énergies potentielles. Je vérifie que la prochaine fois, oui c'est ça, la prochaine fois nous allons faire l'exercice 11, Inch'Allah. Ce n'est pas pour aujourd'hui et ceci termine le cours de cette fois-ci. Voilà, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.